Je suis désespérée. L'avenir du shoujo en France m'inquiète. Après un sondage sur Instagram, YouTube et X, mes craintes sont devenues réalité. Avec plus de 9000 votes d'hommes et de femmes, vous êtes une majorité à dire que la raison pour laquelle vous n'allez pas vers les shoujo, c'est à cause des personnages féminins jugés trop cucu, trop fragiles. Ah, l'ignorance. Comme d'habitude, je vais à travers cette vidéo vous ouvrir les yeux, changer votre vision et surtout vous proposer 2 mangas shoujo qui vont vous faire changer d'avis. Hello les Nakama, ravi de vous faire cette vidéo. Je sais que je ne fais pas vraiment beaucoup de vidéos shoujo et pourtant c'est une catégorie, une cible éditoriale que j'ai beaucoup lu, presque bien plus que le shonen, que j'ai beaucoup plus regardé en animé, et c'est vraiment quelque chose qui me passionne, tant la diversité du shoujo est incroyable, et ça me fait mal au cœur de voir les résultats de ce sondage. En fait, j'ai décidé de faire cette vidéo parce qu'il y a quelque chose qui m'a alarmée et qui m'inquiète depuis bien longtemps. Depuis les années 2010, le shoujo et tous ces genres sont en déclin chez nous pour des raisons obscures, alors qu'au Japon, ça continue de cartonner. On a grandi avec Jeanne et Serge, Princesse Sarah, Sailor Moon, Cardcaptor Sakura... Avec de la romance, du sport, des pouvoirs et tout le monde regardait, même des grands gaillards comme mon Boog Diff de Yatta connaît ces classiques. Puis dans les années 2000, je me souviens de l'effervescence Nana ou Vampire Knight. J'ai parlé souvent avec des femmes mais aussi des hommes de ces œuvres des années 2000 qui en ont convaincu plus d'un. Manga, animé, cosplay, il y en avait à foison et c'était exceptionnel. Mais depuis 10 ans, le déclin, ce n'est plus qu'une toute petite part du marché français. Alors, pourquoi ? La raison est que l'explosion du manga en France depuis ces dernières années, ainsi que les plateformes de streaming et la place énorme qu'a pris le shonen dans les choix de lecture / visionnage des Français, a bien trop écrasé le reste, et la case shoujo romance cucu est devenue un standard pour le shoujo tout court, occultant bon nombre d'œuvres excellentes. On essaye même plus d'ouvrir un manga et d'en apprendre plus, parce que la cover a l'air d'annoncer de la romance, comme Pour le pire par exemple aux éditions Glénat, qui est pourtant un seinen qui parle de psychopathes et du système judiciaire au Japon au travers d'un thriller exceptionnel, alors que Your Lie in April a cartonné et pourtant c'est de la romance sans baston. Ah, et j'en ai entendu combien dire qu'ils ont aimé Your Lie in April ou encore Horimiya en disant que c'était leur premier shoujo parce qu'il y a de la romance. Eh ben sorry not sorry, ce sont des shonen et la romance ça existe partout. Je sens une bonne intention, encore un petit effort, vous y êtes presque. Mais attention, j'entends bien évidemment l'argument des œuvres de shoujo où le perso principal féminin est un peu candide, douce, cucu, très cliché. Ça peut saouler et rendre l'attachement au perso principal compliqué. Surtout qu'au final, on rentre dans le cliché des femmes lisses, prudes, innocentes, ça fatigue. Et avec tous les shoujo que j'ai lus, moi-même je n'ai plus trop d'envie de me lancer dans des œuvres où le personnage est vraiment à l'opposé de ma personnalité, voire trop cliché et bien trop prévisible malgré une évolution psychologique dans l'œuvre. On reste dans un cliché de fille intouchable, idéal et sans défaut. À côté, moi je suis un vrai camionneur en fait. Mais comme annoncé en introduction, il existe une multitude d'héroïnes dans le shoujo. Et il y en a qui vont forcément vous plaire. Loin du cliché de la femme simplette, très fleur bleue, qui attend son prince charmant, lisse, qui a l'air d'un petit ange, souvent incapable de se défendre ou trop gentille. Et il y a une mangaka extrêmement talentueuse qui cartonne au Japon depuis 2018 et qui arrive pour la première fois en France chez Glénat avec 2 titres très attendus, Promise Cinderella et Les Noces des Lucioles. Et ça, j'en suis sûre, ça va changer votre image du shoujo et des héroïnes de manga shoujo tout court. D'ailleurs, pause, c'est quoi un shoujo ? Oui, parce que quand je vois ce genre de commentaires, je suis un peu comme ça. Police de l'ignorance, vous êtes en état d'arrestation pour avis frauduleux. Le shoujo est une cible éditoriale, pas un genre. Les genres, ce sont par exemple le fantastique, la science-fiction, la romance, le thriller, comédie, action, horreur, etc. Et dans chaque œuvre, il peut y avoir plusieurs genres. C'est une cible éditoriale car tout simplement c'est prépublié dans des magazines au Japon, qui existent depuis bien longtemps et qui avaient pour but d'orienter le lectorat. En gros, seinen pour les adultes, shonen pour les jeunes garçons et shoujo pour les jeunes filles. Mais le shoujo compte beaucoup d'œuvres avec de l'action, de l'humour, énormément de fantasy, du thriller, de l'horreur. Et j'ai bien dit de l'horreur. Bah ouais, par exemple, Tomie de Junji Ito est un shoujo, et comme d'ailleurs énormément des œuvres de Junji Ito. Mais vous avez dû le voir, la classification est un sujet important en France, et Glénat a récemment annoncé une excellente nouvelle, la classification par genre et non pas par cible, qui est pour moi un grand pas en avant. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant. Situation sous contrôle. Je disais donc... Oreko Tachibana, c'est 16 tomes déjà sortis pour Promise Cinderella, et 5 tomes pour Les Noces des Lucioles au Japon, extrêmement populaire sur l'archipel nippon. Les vues des vidéos YouTube de la mangaka sont hallucinantes. Son compte X, c'est plus de 400 000 abonnés, dans le top 6 des mangas les plus attendus sur Naughty John pour ses 2 mangas, présente dans les 20 premières places du top Oricon, une carrière qui a pris un tournant inattendu, car Oreko Tachibana est à la base une femme au foyer de 27 ans qui s'occupe de son enfant. C'est une fan de manga shonen, plus particulièrement du Shonen Jump d'ailleurs, et elle adore dessiner et poste
poste ses dessins sur la plateforme très connue des artistes au Japon, Pixiv. Elle ira même faire des comiquettes pour y exposer ses dojinshi, et c'est en 2016 qu'elle est repérée par Manga One de Shogakukan qui lui propose d'être mangaka chez eux. Elle va d'ailleurs croire au début à une arnaque, mais quand elle va arriver dans le bâtiment, elle va faire « Ok, là c'est du sérieux ». Elle va publier plusieurs one-shots jusqu'en 2018, dont Shunin Samato Shinjin-kun, le manager et son junior non disponible en France, mais c'est plus tard qu'elle sortira sa première série longue, Promised Cinderella. Ayame est une femme de 27 ans, mariée, au caractère bien trempé, qui ne se laisse pas faire, que ce soit lorsqu'elle était au lycée ou actuellement dans sa vie adulte. Lorsqu'elle voit un comportement qui lui déplaît, qu'elle trouve injuste, elle n'hésite pas à balancer ce qu'elle pense à voix haute, et prendre la défense des personnes qui sont maltraitées. Ça pourrait la mettre en danger, mais ça, elle s'en fout. C'est ainsi qu'elle va rencontrer une bande de lycéens dans le métro qui sont en train d'harceler un autre camarade de classe. Elle va les remettre à leur place en humiliant le chef de la bande. Une journée banale pour notre Ayame. Elle rentre alors à la maison, et lorsqu'elle dîne avec son mari, elle va alors le confronter sur le fait qu'elle sait qu'il la trompe. Il va avouer et lui demande de lui accorder le divorce. Ce qu'elle accepte, mais elle est fière et décide de partir de la maison, malgré le fait qu'elle était prête à lui pardonner. Au final, ça ne faisait qu'1 an qu'ils étaient ensemble. Elle se retrouve donc à la rue avec sa valise. Coup du sort, un homme vole son sac avec toutes ses économies et elle se retrouve réellement à la rue sans argent. Ayame était une femme au foyer, dépendante financièrement de son mari, alors sans plus aucune aide, elle finit dans un parc à vivre dans un abri de fortune. Les jours passent, elle a faim, et le sans-abri qui vit dans le même parc qu'elle va tenter d'abuser d'elle. C'est alors que le lycéen qu'elle avait humilié quelque temps auparavant va débarquer. Il la sauve in extremis, mais bien loin du style prince charmant. C'est en étalant son fric, et oui, notre harceleur du nom de Issei est pété de thunes. Il va alors l'humilier à son tour et lui proposer une solution. Il l'emmène chez lui, la nourrit, lui offre un toit, mais tout ça n'est pas gratuit. Elle va devoir jouer un jeu dangereux pour satisfaire son mental de gosse de riche névrosé, ce qu'elle n'accepte pas, mais un coup du sort va donner à ce lycéen l'opportunité d'endetter Ayame, ainsi le piège se referme sur elle. Elle va devoir jouer le jeu et rentrer dans son monde bien particulier de caprices, entouré de superficialité et d'hypocrisie. Mais Issei va dévoiler une autre facette, et Ayame va se rendre compte petit à petit que son caractère et leur différence d'âge vont lui permettre de pénétrer dans ce monde et découvrir les secrets derrière le comportement de ce psychopathe d'Issei. Déjà, notre héroïne, Ayame, a 27 ans. On est bien loin de l'héroïne classique de shoujo, avec une histoire qui se passe au lycée, qui découvre la vie assez prude. Ayame, elle, c'est une femme au foyer avec un fort caractère, qui n'hésite pas à se faire respecter et à défendre de manière radicale les autres. De plus, on est loin de la jeune fille coquette aux cheveux longs, très mode ou kawaii. C'est une femme qui s'assume comme elle est, qui ne subit pas les codes de la société sur le plan physique. On le voit bien lorsqu'à la fin, un engloutit son repas. Ce n'est pas élégant, mais ça, elle s'en fout. Elle sait se tenir, mais elle n'a pas l'intention d'avoir l'attitude princesse. Mais au travers de l'histoire d'Ayame, on aborde rapidement la dépendance financière et le manque d'indépendance d'Ayame, qui malgré son fort caractère se retrouve sans aucune issue de secours après sa rupture. Et c'est un sujet lourd qui arrive dès les premières pages. Puis il y a bien sûr la différence d'âge, chose qui n'est pas très fréquente dans ce sens, les hommes plus âgés, ça on en a à l'appel. Avec des écarts d'âge du genre, elle a 16 ans, il en a 27. Cet écart d'âge, il n'est pas gratuit, et il n'est pas là pour assouvir un quelconque fantasme, mais tout comme l'aspect femme au foyer divorcée qui vit avec un jeune harceleur riche et névrosé, cela va permettre d'apporter au récit et à la relation entre les personnages des thématiques lourdes que l'autrice Oreko Tachibana va étaler directement dès le premier tome. Il faut savoir qu'elle a d'ailleurs été inspirée par son mari pour ce premier récit. Elle raconte qu'il a eu des problèmes d'argent toute sa vie, et que même si la famille d'Oreko Tachibana n'était pas riche non plus, ils avaient des modes de vie diamétralement opposés et même des façons de penser totalement opposées. Et elle a réussi à retranscrire ça dans le duo Hayame-Issei, d'autant plus que l'autrice a toujours eu du mal à exprimer réellement ce qu'elle pensait, contrairement à son mari qui n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Alors le personnage d'Ayame, très franche, est une façon pour elle, en la dessinant, d'essayer d'évoluer comme son mari et d'exprimer ses idées de manière ouverte et forte. Les mangas, c'est très thérapeutique, je l'ai toujours dit. Et avant de parler des thématiques plus en profondeur de Promised Cinderella, sachez que la mangaka ne s'est pas arrêtée là. Après 16 tomes, Promised Cinderella se termine en 2022, une adaptation en drama est sortie en 2021, et en 2023, la voilà de retour avec Les Noces des Lucioles, qui compte déjà 5 tomes et qui cartonne. Non seulement son dessin est sublime, mais il n'y a même pas encore d'animé que les ventes grimpent. Des goodies apparaissent notamment au gigantesque Tsutaya de Shibuya. Je les ai ratés, j'ai le seum. Et cette fois-ci, ce n'est pas pendant l'ère moderne que se déroulera notre récit, mais pendant l'ère Meiji. Satoko est une magnifique jeune femme, convoitée dans toute la ville, fille de bonne famille, elle a une demi-sœur et une belle-mère, mais malgré un cadre qui rappelle l'histoire de Cendrillon, Satoko, elle, ne se laisse pas faire. Malgré une maladie qui lui offre une espérance de vie assez courte, cela ne l'empêche pas de vouloir se marier, comme toutes les femmes de son âge d'ailleurs. C'est vivre une vie normale pour une femme à cette époque. Mais sa demi-sœur est jalouse, et ça Satoko le sait bien. Elle ne manquera pas de la remettre à sa place, malgré les nombreux pics sur sa maladie, et sa condition que peut lui envoyer sa sœur, ce qui ne manquera pas d'agacer sa belle-mère. Mais son père la protège et ne souhaite que son bonheur. Mais un jour, lors d'une sortie en ville, elle va être enlevée. Et ce jour d'ailleurs, c'est le 27 juin. Je tiens à vous dire que c'est le jour de mon anniversaire. Coïncidence? Je ne pense pas. Je vais pas être enlevée, juste c'est mon rapport avec cette œuvre incroyable. Pardon.
Elle se retrouve alors prisonnière et comprend qu'il ne s'agit pas là d'une rançon contre sa liberté, mais bien d'une mise à mort le soir même. Et celui qui va la mettre à mort va alors se présenter devant elle, recouvert de sang, le regard terrifiant. Elle est face à un assassin psychopathe et elle le sait, il lui coupera la tête sans hésiter. Peu importe sa beauté et son statut de bourgeoise, il n'en a que faire. Lui, il veut l'argent tout de suite, sinon pas la peine de tenter de le faire se ranger du côté de Satoko. C'est alors que le reste du groupe d'assassins va tenter d'abuser d'elle. C'est vrai, il serait dommage de ne pas profiter de cette belle jeune femme avant sa mort. L'assassin va regarder la scène, mais l'ordre était clair. Personne ne la touchera avant l'heure de sa mort. C'est alors qu'il va trancher des membres sans hésitation. Satoko alors tente le tout pour le tout. Elle va lui dire qu'elle est issue d'une famille extrêmement riche et que s'il l'épouse, il sera tranquille pour le reste de sa vie. Il n'y croit pas trop, mais l'idée est quand même tentante. Il va alors s'enfuir avec elle, ils vont être poursuivis et pour qu'il la protège, il va alors bien falloir qu'elle lui prouve qu'elle veut réellement se marier avec lui. Satoko va alors passer d'une vie tranquille de bourgeoise à une vie de fugitive où la mort guette chaque jour, aux côtés d'un homme au regard extrêmement inquiétant, loin de ses privilèges de femme riche au chemin de vie tout tracé. Ouais, Satoko elle est pas là pour faire tapisserie. Un perso qui prend les devants et qui n'a pas l'intention de subir sa vie. Ça met des gifles au calme et est même prête à finir dans une maison close en plein quartier des plaisirs pour s'en sortir. Puis cette première page qui fait peur, qui sonne comme la mort inévitable de l'héroïne, on va donc finir comme ça. Puis moi personnellement je trouve que c'est surtout une force. Un personnage qui est voué à mourir rend son caractère et ses actions encore plus intéressantes. Puisqu'elle ne sait pas de quoi demain sera fait, son courage n'en sera que décuplé. Oreko Tachibana arrive à rendre ses personnages attachants et compréhensibles dès le départ grâce à des confessions, des pensées très honnêtes qui sont révélées rapidement, les rendant bien plus réalistes, loin du côté utopique que vous avez l'habitude de voir. Et il faut parler aussi des personnages masculins. Encore une fois, c'est un perso masculin bien loin des green flags ou des princes charmants habituels. Le Boog il fait quand même bader et psychopathe en puissance et pourtant, on adore! Mais pourquoi on adore? Parce que ça fait plaisir dans un récit de voir une femme partir vers un homme qui est tout sauf recommandable. On aime prendre des risques, que dans les mangas bien sûr. Que dans les mangas. C'est l'importance de la fiction. La romance s'installe tranquillement, nos protagonistes se rapprochent en faisant naître l'amour de manière passionnelle, forte, avec des hauts et des bas. Ouais, pas comme les mariages au Japon. Dans les deux œuvres de Oreko Tachibana, l'idée de couple et de mariage est mise en avant, que ce soit le mariage arrangé pour Satoko ou le mariage qui s'effondre en 5 minutes pour Ayame. Un sujet compliqué et propre au Japon, et pour mieux le comprendre, il faut qu'on parle de l'omiyai, le mariage arrangé. Ça fait des siècles que cette pratique existe, même chez nous, souvent associée au mariage bourgeois et noble, et pourtant au Japon ça provient de la caste des samouraïs depuis le XVIe siècle, qui faisaient des alliances militaires, et cette pratique s'est répandue au reste de la population. Il faut savoir que le mariage arrangé a été une pratique extrêmement courante jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, où 70% des Japonais utilisent cette méthode pour se marier. Donc imaginez qu'en 1920, le Japon comptait presque 56 millions d'habitants. Donc si on fait le calcul, 39 millions d'habitants allaient connaître un mariage arrangé. Ce pourcentage va descendre à 30% dans les années 90, puis finalement arriver aujourd'hui à moins de 5%. Le mariage arrangé démontre une pratique et un système de pensée assez toxique, qui perdure que ce soit chez nous ou au Japon. Dépasser 30 ans et ne pas avoir fondé de famille ou ne pas être marié tout court provoque une indignation. Il faut qu'il se marie avant 40 ans. Après, c'est trop tard. Un questionnement, un stress, que ce soit de la part de la famille ou même de la société. J'aimerais bien qu'il trouve une femme, qu'il ait des enfants. Il est fréquent qu'on pose la question « Bah alors, toujours pas marié? Attention, l'horloge tourne !» Une pression sociale forte qui, malgré le fait qu'aujourd'hui on parle majoritairement de mariage d'amour au Japon, on ne peut que se poser la question. Le mariage arrangé n'a-t-il pas laissé place avec le monde moderne à non pas un mariage d'amour, mais plutôt un mariage d'attachement et de convenance? Car oui, le Japon a des règles et des codes et tout le monde respecte ces codes. C'est comme ça et c'est pas autrement. Bien évidemment, je ne fais pas de généralité, des mariages d'amour qui durent sans avoir d'infidélité à chaque fois et de divorce, ça existe fort heureusement. Mais il ne faut pas nier que le mariage au Japon est une institution. C'est un cap à passer presque obligatoire et si on ne le passe pas, c'est qu'on est carriériste ou hikikomori, ces fameux tanguis qui restent vivre chez eux qui ne sortent pas de leur pièce. Et pour les femmes, c'est d'autant plus compliqué. Aujourd'hui, les hommes préfèrent avoir une femme active, mais fut un temps, ils préféraient avoir une femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants. Et c'est resté longtemps comme ça pour la société japonaise. Une femme carriériste, ce n'est pas forcément bien vu, car elle ne sera pas une bonne mère, elle ne s'occupera pas de ses enfants. D'autant plus que si elle a bientôt 30 ans, ou si elle a plus, c'est quasiment du périmé. Ouais, les vieilles réflexions ont la vie dure, et ça, c'est pas qu'au Japon. Mais une femme au foyer qui s'occupe à 100% de ses enfants ne rapporte pas d'argent à la société. Donc en fait, ce n'est jamais bien. Trouver sa place en tant que femme dans la société japonaise n'est pas mince affaire, souvent dépendante de ce que pensent les gens, dépendante d'une situation. C'est pour ça qu'on voit souvent des femmes faire le choix de se marier avec une personne avec qui elles se sentent bien, pas forcément avec une personne avec qui elles pourront dire à leurs amis « j'en suis folle amoureuse, c'est l'homme de ma vie ». Tant qu'on se sent bien, qu'il est gentil, qu'il est stable, pourquoi refuser de mener une vie avec lui? Sauf qu'encore plus en 2024, ce genre de situation et de façon de penser mène inexorablement au divorce, à l'infidélité et à une
frustration. Tout comme Ayame qui le dira elle-même, elle se sentait bien avec lui, seulement bien. Et complètement dépendante de cette situation, elle se retrouve démunie, elle qui pourtant a un fort caractère et a l'air de pouvoir être complètement indépendante. Elle s'est finalement laissée emporter par le confort de sa situation, sans penser à son indépendance et pouvoir compter sur elle-même avant tout. Chose qui arrive encore très souvent aujourd'hui, et pas qu'au Japon, comme si l'idée très patriarcale et ancienne que la femme n'est rien sans un homme derrière elle était encore bien ancrée dans la société. Et ça, au travers du personnage d'Ayame, ce sujet est mis sur la table et sera approfondi. Car au final, elle va devoir se battre pour sa liberté et son indépendance, retrouver la maîtrise totale de sa vie, avec pour détracteur mais aussi acteur de ce changement, un lycéen de 17 ans. Mais on a aussi Satoko qui va devoir bousculer et changer sa vision des choses, car on est bien loin du cadre idyllique et rassurant d'un homme de bonne famille qui lui aurait demandé sa main et lui aurait offert un confort dans une grande maison. Satoko apporte une dimension dramatique à cause de sa maladie, donnant une approche pessimiste mais aussi passionnelle au récit, car chaque jour comptera pour elle. Satoko veut elle aussi, au travers de cette aventure absolument pas prévue et dangereuse, retrouver la maîtrise du peu de temps qui lui reste. C'est pour ça qu'on sent dès le début une attitude extrêmement badass de la part d'Ayame et Satoko, et on adore totalement ça. Oreko Tachibana dépeint deux destins, deux femmes, qui vont devoir se retrouver, réfléchir à ce qu'elles veulent vraiment, prendre le lead de leur propre vie, malgré les 27 ans de Ayame et la courte espérance de vie de Satoko. Une approche intéressante, moderne, qui pousse à la réflexion et annonce des personnages bien moins lisses que d'habitude, et des comportements plus réalistes qui amèneront réflexion et remise en question au lecteur sur comment ne plus subir sa vie. Et autre point positif, bien évidemment, et il faut en parler, ce sont bien les personnages masculins, qui dans ces deux histoires sont bien loin des princes et prétendants totalement recommandables. Psychopathes, névrosés, inquiétants, et pas du tout lisses, on sait qu'ils vont être des piliers également pour faire grandir nos héroïnes. Et ils vont également énormément apprendre d'elles, comme si c'était eux les princesses en détresse. Malgré l'aspect chantage financier et immaturité inquiétante pour Issei, et instabilité, dangerosité et pauvreté pour Goto, ces red flags vont être essentiels pour mettre en avant la force de nos deux héroïnes. Elles ne sont pas des femmes en détresse, mais bien actrices à 100% de leurs histoires. Mais au final, c'est quoi un bon personnage féminin ? En fait, je trouve cette question presque misogyne. Pourquoi donne-t-on ce traitement au personnage féminin et pas au personnage masculin? Un bon personnage féminin, c'est finalement un seul cahier des charges. Il n'y a pas le droit à la variété et le droit à un personnage qui fait des erreurs, qui peut être chiant, fragile, qui peut douter, qui peut avoir des faiblesses. J'aimerais au final que les personnages féminins aient le même traitement que les personnages masculins. D'ailleurs, on ne se pose pas la question « c'est quoi un bon personnage masculin ?» On se demande « c'est quoi un bon personnage ?» Et pour les personnages féminins, finalement, on est beaucoup plus intransigeant. L'idée de genre est inévitablement soumise au jugement. Et ça me rappelle quelque chose de bien plus réel dans notre société au final. Et ça m'amène à la réflexion que notre façon de penser pour des personnages en 2D peut s'appliquer au final très facilement dans la vraie vie. Mais poussons la réflexion un petit peu plus loin. Dans le paysage du manga, il y a énormément de variétés de personnages, de réflexions. Il suffit juste de fouiller. Mais lorsque l'on a connu que les grands classiques qui ont des codes bien précis, n'aurait-on pas été habitué à un type de personnage féminin? L'hypersexualisation dans le shonen, les personnages féminins en retrait, en soutien, en détresse, et le fait que ça convienne comme cela ne laisse plus trop de place au changement. Et pour avoir lu beaucoup de shoujo de tout genre, c'est dans cette cible que j'ai retrouvé le plus de variété et le plus de réalisme. De plus, j'ai retrouvé dans ses œuvres ce que j'avais apprécié dans les personnages de Mao Mao dans Les Carnets de l'apothicaire, ou encore Yoshino de Criminel Fiançailles. Des personnages attachants, forts, qui apportent charisme, humour, réflexion et sont de vrais piliers dans leurs œuvres. D'ailleurs, Oreko Tachibana le dira, pour Les Noces des Lucioles, elle avait envie de partir dans ce délire qu'elle regardait beaucoup au travers de films, séries et de mangas, les relations avec des psychopathes. Et je l'en remercie pour ça. Alors merci à Oreko Tachibana de nous proposer des personnages écrits avec le cœur, car ce sont avant tout pas des personnages féminins, mais juste des humains en 2D racontant des chemins de vie qui peuvent résonner en chacun. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sachez que Les Noces des Lucioles et Promising Neverland sont déjà disponibles aux éditions Glénat et je ne saurais que vous conseiller ces lectures. Ça se dévore en très peu de temps et ça va sûrement devenir vos œuvres du moment. Et Oreko Tachibana va sûrement prendre une énorme place dans votre cœur. Sur ce, n'oubliez pas de vous ouvrir à tout type d'œuvres. Il faut toujours ouvrir ses chakras. Bye bye les Nakama.